vous savez bien qu'il y a un jour cette invitation que vous avez sans doute entendue d'un ami, et toi tu n'es pas sur Facebook, et Facebook vous en avez forcément entendu parler. C'est le site internet en vogue du moment, un nouveau réseau social, 150 millions d'utilisateurs, m'a-t-on dit, dans les 30 derniers jours. Alors qu'est-ce qui pousse tant de gens à dire des choses à la fois si banales et si intimes sur un réseau social comme celui-là? Eh bien, c'est le sujet de notre discussion de ce soir avec mes invités. Stéphane Koch, je vais commencer de ce côté. Stéphane Koch, entreprise de médias à Genève, c'est un peu ça ce que vous faites? Voilà, de la formation beaucoup dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. D'accord. De l'autre côté, en face de vous, Samy Cole, sociologue à l'Université de Genève, bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Jérôme Jacquin, vous êtes linguiste. Oui. Mais que venez-vous faire dans cette galère? Je viens essayer de voir dans quelle mesure on peut raconter des choses sur la construction d'identité sur Facebook. Voilà. Comment est-ce qu'on se projette soi-même dans un réseau comme ça? Quelque chose comme ça. Quelque D'accord. chose autour de ça. Et puis il y a vous, Dominique de Riva, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous, l'auteur de ce film qui nous donne le prétexte de cette discussion. Il s'appelle Luft Business, il est sorti hier sur les écrans de Suisse romande. Et vous allez un peu par la bande, vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez un peu d'Internet. Pour s'en rendre compte, on va tout de suite voir un extrait de votre film, puis on y revient après. Wie gesehen, das müsste verboten sein. Das war nicht. Viele zwei junge Leute, sie verkaufen sich selbst. Im Internet. Jetzt bist du dran, Kumpel. Luft Business. Super. Stimmt das, Philou? Juste pour ceux qui rattraper ceux qui ne sauraient encore pas. Voilà. Baby is just a millionaire. He's horrible and unkind. Just Google. Baby is just a millionaire, and he will rob you blind. And he'll have you on Monday, he'll have you on Tuesday, he'll have you on Wednesday as well. Dominique de Riva, il y a en exergue en quelque sorte à votre film cette information que vous avez lue un jour dans un journal. En 2002, un étudiant américain a vendu son âme sur eBay. C'est un autre site qui fait de la vente aux enchères. C'est ça qui vous a donné l'idée de ce film au fond. Pas seulement, j'ai lu encore un autre fait divers, comme quoi un chômeur allemand s'est mis en vente lui-même au prix de 1 euro. Et le cumul de ces deux faits divers m'a vraiment interrogé, c'est dans quelle société vivons-nous pour que des jeunes sont suffisamment désespérés pour devoir se vendre eux-mêmes sur Internet, n'ont rien d'autre à faire que d'expérimenter sur soi des choses aussi étranges que de vendre son âme sur eBay. Mais alors le fait que ce soit par Internet, ça a tout de même un intérêt parce que c'est à la fois vrai et faux. Au fond, d'ailleurs cet étudiant, il s'est vendu $400. Son âme. Non, l'étudiant, il a vendu son âme. Il y en a eu deux qui ont. Le premier, il l'a vendu 11 pounds et quelques cents. Ça lui a payé quelques hamburgers. Et moi, je vais beaucoup plus loin dans le film. C'est qu'il y a eu ces faits divers, mais mes trois pieds nickelés, là, suite à ces idées, ils se vendent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont vendre sur eBay, j'ai changé le nom, c'est devenu eBay. Ils vont vendre leur enfance, leur futur, leur avenir et leur âme. Alors, est-ce que c'est possible? Je suis très impressionné d'avoir autour de moi des spécialistes d'Internet. Mais alors justement, c'est pas par hasard que vous dites qu'on peut le faire par Internet, pression. Parce qu'au fond, on pourrait dire que c'est le mythe de Faust, votre affaire. Hein, c'est Faust cherche à Non, la racheter différence des de années. Faust, c'est toujours le diable qui achète, à moins de dire qu'Internet Oui, c'est le diable. Alors voilà. Alors ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir après. Là, ce qu'ils vendent se perd dans la toile. C'est acheté par quelqu'un, mais comme dit Mo à un moment dans le film, mais ça n'a aucun. Qui a acheté, on s'en fiche. C'est quelqu'un a acheté. L'important, c'est d'avoir vendu. Et le problème, c'est que leur vie commence à se dégrader à partir du moment où ils ont vendu. Alors aussi, ce qui vous fascine, vous l'avez déjà dit, ce qui vous fascine, c'est jusqu'à quel point on expérimente des choses qui, même si elles sont virtuelles,
sur soi, Oui. de vendre son âme, avec ce que ça veut dire. Ce qui serait intéressant de savoir dans le film, Philou qui vend son âme, il se logue, il met probablement un mot de passe. À partir de quel moment il va commencer à perdre, et à quel moment nous, dans la vie de tous les jours, quand on se logue et puis qu'on met un mot de passe et qu'on entre dans un réseau à l'infini, à partir de quel moment on risque de perdre l'identité? À partir de quel moment on devient un avatar? Est-ce que le mot de passe est déjà une partie de la perte d'identité? Ça, Nicole, pour ceux qui ne sauraient encore pas, dites-nous un petit peu, alors on va y venir maintenant à Facebook, parce que c'est l'exemple au fond de cette dispersion de soi. Dites-nous en 2 mots ce que c'est que Facebook, comme ça on resitue, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est déjà pas comparable à eBay, hein. C'est pas un site de vente de produits online. C'est plutôt un site orienté sur la communication, dont le concept de base est de se faire des amis. Se faire des amis virtuels, mais en fait, il y a toujours une personne réelle qui est derrière. Il y a quelques petites exceptions. Il y a des gens qui s'amusent à s'inscrire sur Facebook en tant que capitaine ad hoc. Là, on peut être ami avec capitaine ad hoc, c'est plus sympa. Mais vous trouvez aussi des gens très sympathiques du genre Adolf Hitler ou Alberto Mussolini. Ça, c'est peut-être un peu moins sympathique. Mais disons, la plupart des gens s'inscrivent sur leur propre identité, peuvent raconter des choses sur leur vie, racontent qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, d'où ils viennent, leur orientation politique. Là, c'est là où ça commence à devenir un petit peu inquiétant en termes de protection de la sphère privée. Leurs préférences sexuelles, ils disent s'ils sont intéressés plutôt par les hommes ou plutôt par les femmes, éventuellement les deux. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ils peuvent mettre des photos de vacances, etc., et puis les partager avec qui vont leur sembler. Mais alors on dévoile une certaine intimité. On dit de soi à la fois ce qu'on veut, mais en principe on dit tout. Parce que le principe d'Internet, c'est qu'on dit tout. Stéphane Corr. Non, je sais pas, on irait pêcher un principe pareil. J'entends, on dit ce qu'on veut dire. La sphère privée nous appartient. Et maintenant, faut en être conscient, c'est tout. C'est-à-dire qu'on décide ce qu'on met sur Internet. Facebook, c'est quelque part un ensemble d'applications qui a une possibilité d'être configuré d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut régler sa sphère privée ou les niveaux d'accès aux informations qu'on met en ligne. Mais c'est pas Facebook qui vient chercher des informations chez nous. C'est nous qui amenons des informations à Facebook et on décide ce qu'on va mettre en ligne, ce qu'on va communiquer ou pas. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont des consommateurs, c'est-à-dire qui vont utiliser Facebook sans forcément le comprendre, sans chercher à régler les différents niveaux de leur profil ou ce qu'ils veulent partager, par exemple protéger des photos, des choses comme ça, et ils vont simplement se lancer dans l'échange et tout d'un coup réaliser qu'ils ont mis plein de choses sur Internet et que ces choses peuvent éventuellement les desservir d'une certaine manière. Alors je disais tout à l'heure, le site, on le sait, il vaut très cher maintenant, hein, son créateur pourrait le revendre, d'ailleurs à plusieurs milliards de dollars, parce que il faut le savoir. Il utilise les informations qu'on lui donne. Bah, absolument, ouais. C'est pour ça. ça qu'il gagne son pain. Il fait pas ça gratuitement. C'est pas financé par un Alors service qu'est-ce qu'il social. donne comme information et à qui? Bah, aux gens que ça intéresse, aux sociétés que ça intéresse plutôt. Ça permet de faire de la publicité ciblée. C'est des données qui peuvent être revendues à des tiers, à des entreprises qui font des recherches marketing. Et tout ça, effectivement, il faut le savoir. Maintenant, c'est pas caché. C'est marqué dans les conditions générales quand vous vous inscrivez, bien sûr. Personne. Mais c'est toujours la même histoire. Qui lit les conditions générales? Ouais. Et ça, c'est le grand problème. C'est marrant parce qu'on avait déjà une petite discussion là-dessus, un autre débat avec Monsieur Corr. Contrairement à lui, moi, je suis pas du tout convaincu avec ce principe de libre consentement. Quelque part, je trouve même que c'est la chose la plus intéressante en termes d'analyse de ce genre de nouveaux types de pouvoir, de nouveaux types de savoir. C'est que on livre des informations sur notre intimité comme on le ferait jamais vis-à-vis de l'État, parce qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis de l'État, sans doute l'héritage de Big Brother et compagnie. Alors que là, finalement, le résultat est le même. On livre des informations qui sont beaucoup plus personnelles qu'on ne livrerait pas dans d'autres conditions, en ayant l'impression d'avoir soi-même le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que je risque si j'y suis? Ou qu'est-ce que vous risquez puisque vous y êtes? Personnellement, je risque rien. Bon, par contre, le problème qu'on peut envisager avec Facebook, c'est qu'on a un moment on rentre, mais on n'a aucune garantie par rapport à la pérennité des données et la manière dont les choses vont évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conditions générales. Ces conditions peuvent être changées dans le temps et on va pas forcément réaliser qu'elles ont été changées. On est rentré en fait sur Facebook aujourd'hui par rapport à un certain accord de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire sur le site. Et puis, peut-être avec le temps, ces conditions évoluent. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, par exemple. Il y a tout d'un coup un aspect plus moral aujourd'hui sur Facebook. Il y a plus de restrictions. Il y a des choses comme ça qui viennent. Il y a des gens qui se font supprimer leur profil parce qu'on estime qu'ils ne sont pas bien comportés, que ce soit justifié ou pas. Dominique de Rivaz, ça vous fait peur
moment, j'ai décidé de ce sortir de genre Facebook, donc c'est vite vu. Donc dans une semaine, j'y serai plus, parce que grâce à votre émission, je suis allée sur Wikipédia lire. Quand j'ai vu que Facebook pouvait utiliser retenir tout ce que j'allais y inscrire pour faire de la publicité après, malgré moi, je trouve ça inadmissible. On ne peut pas en sortir. Alors d'accord, on ne peut pas en sortir. On peut pas se désinscrire. En tout cas, pas de façon automatique. On peut désactiver son compte. Voilà, mais si on désactiver désactive son compte, les données restent. D'ailleurs, ils le préviennent quand on désactive le compte, les données restent. Et vos amis, par exemple, peuvent continuer à vous taguer sur les photos, par exemple. Oui, alors les données vont rester à peu près 6 mois, mais on peut faire une demande directe à Facebook pour éliminer le compte. C'est-à-dire, Facebook va détruire le compte sur demande. On peut aussi même le transformer en mémorandum si on vient mourir. Donc il y a plein d'options qui sont possibles. Ma foi, de nouveau, les données qu'on met, c'est pas Facebook qui vient les collecter, c'est celles qu'on lui donne. Donc moi, les messages que j'envoie, les choses que je mets, finalement, il y a, pour ma part, en tout cas, pour mon compte, il n'y a pas beaucoup de choses me concernant, en tout cas concernant ma vie privée. Mais par contre, il y a énormément d'échanges. Je partage des articles, je partage de l'information, je me mets en relation avec des gens. D'accord, mais vous m'avez quand même dit, enfin c'est plutôt vous qui me l'avez dit, des gens ont eu des problèmes d'emploi avec Facebook. C'est-à-dire ils ont été Facebookés par leur futur employeur. C'est-à-dire quand vous inscrivez sur Facebook, a priori, parce que ça existe aussi des sites de réseautage social orientés professionnels, c'est pas un site de réseautage orienté professionnel. Donc ce qui est arrivé, notamment aux États-Unis, en tout cas c'est là que ça a été documenté, mais sans doute ça arrive chez nous aussi tous les jours. Voilà, vous inscrivez sur Facebook, vous avez des photos d'une soirée, vous avez un petit peu trop bu, vous êtes en train de brouter le gazon, j'en sais rien. Voilà, vous publiez ça. En même temps, vous postulez pour une banque privée avec une jolie photo sur votre CV, une jolie cravate, etc. Et votre futur employeur, potentiel employeur, a l'idée de regarder votre profil sur Facebook. Et qu'est-ce qu'il voit? Il vous voit en train de brouter le gazon avec vos amis. Oui, mais soyons pas naïfs, les gens sont consentants, ils savent très bien tout ça. Ils savent, donc ils sont consentants. Petit à petit, j'espère qu'ils vont prendre conscience, mais visiblement, aujourd'hui, pas tout le monde encore a forcément conscience de ça. Oui, mais je voulais juste dire, ce qui m'a frappé les semaines que je viens de passer avec Facebook, je trouve que la manière dont le site est présenté, c'est infantilisant. C'est un côté très simple, jardin d'enfant, mettez là votre photo, on t'appelle, veux-tu devenir l'ami de... Et ce côté infantilisant fait que tu vas te livrer à te dévoiler. C'est le fun système. Voilà. Tout est rigolo. Tout est rigolo. Tout est un peu à un niveau où on dit... Puis en plus, ça a l'air à moitié vrai. Jérôme Jacquin, alors vous intéressez à la présentation de soi-même. C'est ça. Vous êtes linguiste, alors... Donc on essaie de voir un peu la porosité entre le hors Facebook et le Facebook, mais voir aussi un petit peu ce qui est possible de faire en matière de construction d'identité dans Facebook lui-même. Parce que Facebook manipule en fait des ressources qui sont transversales, qu'on peut utiliser tous les jours. On peut faire une séquence diapo à la maison, ça sera montrer des photos, etc. Donc après, c'est réfléchir à la spécificité finalement de Facebook. Quel rapport, vous avez raison les deux, c'est individu et public. Et la tension qui est entre les deux, entre proposer une sorte de marionnette de soi quelque part et puis en même temps la mettre devant tout le monde. Donc je dirais plutôt jardin d'enfant peut-être, infantilisant, je sais pas. Bac à sable, sûrement. C'est-à-dire vraiment, oui, c'est-à-dire, c'est de l'ordre de la responsabilité des acteurs et je suis d'accord avec Stéphane. C'est essayer de construire une identité de soi qui attachée à nous par le nom propre. Il y a des raisons, il y a l'identité du nom propre qui fait qu'on est articulé entre le dans Facebook et le hors mais Facebook. Après on dit ce qu'on veut. Après on dit ce qu'on veut. On construit entre guillemets la marionnette qu'on veut bien montrer. Avec, c'est sûr, ces problèmes de tagage de photos. Donc quand on se fait mettre sur une photo par quelqu'un d'autre, où là, il est tout à fait possible de contacter. Ça m'est arrivé par exemple personnellement de contacter la personne. On est averti, de dire voilà, moi cette photo-là, j'ai pas envie qu'elle soit publiée, j'aimerais qu'elle soit supprimée. Et ça a été le cas à chaque fois. Oui, on peut enlever le tag aussi. Non, mais j'entends. Et puis accéder au profil, il faut que la personne accepte qu'on soit en relation, on appelle ça l'accepte en tant qu'ami, pour qu'on puisse accéder à ces photos. Ces photos ne sont pas accessibles librement sur Internet une fois qu'elles sont mises à l'intérieur de Facebook. Ne serait-ce que ce première barrière. Mais il est vrai, j'ai dans mon réseau de contacts ou amis, appelez ça comme on veut, des gens qui se sont inscrits d'entreprise pour surveiller à l'intérieur de leur entreprise des gens qui seraient sur Facebook. Donc il y a cette démarche-là. Mais cette démarche, la Poste vient d'interdire d'ailleurs l'usage de Facebook à l'intérieur la Poste et les CFF d'ailleurs. Interdire n'est jamais de toute façon la meilleure des solutions, mais cela dit, c'est Internet de manière générale, c'est pas Facebook. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, on est dans une époque de pipolisation où on s'intéresse sans arrêt aux autres. Sinon, les journaux, donc on va pas forcément citer les titres aujourd'hui, ne se vendraient pas. Les gens sont intéressés par ce que fait l'autre à tous les niveaux de la société que l'on soit. Jérôme Jacquin, alors vous dites que vous vous intéressez ça à la construction de l'identité de soi-même. Là-dedans, c'est ça le mystère, c'est que c'est à la fois transparent, mais en même temps c'est le comble du mensonge. On n'en sait jamais rien. Alors,
comme du mensonge, c'est toujours l'opposition difficile à gérer dans ces cas-là. Ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que ça interroge cette distinction entre le vrai et le faux, parce que c'est une représentation de soi. On se met, je vous le dis, en marionnette devant les autres, mais encore une fois, la réflexion qu'on peut avoir, au-delà du narcissisme, au-delà du voyeurisme qu'il y a derrière Facebook, c'est la relation de soi en dehors du monde et puis soi qu'on construit dans le monde. Et puis c'est cette relation-là qui peut être intéressante aussi. C'est bon, qu'est-ce que je veux avoir comme construction? À quel point je veux me mettre comme figure publique? À quel point je veux construire une figure de moi qui soit partagée par les autres? Qu'est-ce que je veux partager avec les autres? Donc c'est cette réflexion-là qui est intéressante et qui est de la responsabilité de l'acteur. Dominique de Riva, on perd son âme à faire ça ou au contraire on la multiplie? Je pense que ça dépend dans combien de réseaux on se met. Je crois qu'on peut se mettre sur Facebook, mais il n'y a pas que Facebook. Non. Alors il y a ceux qui se mettent sur 5 ou 6 ou différents. Et donc ça finit par tellement se recroiser qu'il y a un stade où je pense qu'on peut perdre son âme, effectivement. Oui, dites, répondez-lui. Moi, je pense pas qu'on puisse plus perdre son âme qu'à l'extérieur de Facebook ou à l'extérieur des réseaux sociaux qui sont électroniques. Je crois que c'est pas là que se fait la distinction, en fait. Je crois que le problème de la représentation de soi, il est transversal, Facebook ou pas Facebook. Quand vous rencontrez, à mon avis, quand vous rencontrez des gens pour la première fois, vous êtes dans une phase de réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi-même et qu'est-ce que je pense qui est pertinent de dire par rapport aux personnes qui sont en face. Donc vous sélectionnez aussi et vous allez vous présenter différemment selon le cercle ici par exemple ou selon le cercle à l'université ou selon le cercle d'amis. Et donc vous êtes de toute façon, à mon avis, dans une identité qui est diffractée par rapport aux personnes que vous rencontrez, au cadre dans lesquels vous vous situez. Samy Cole, est-ce que la fameuse distinction entre le réel et le virtuel, parce qu'on fait souvent ce procès à ce type de site, c'est qu'on dit mais c'est pas vrai, donc comme c'est virtuel, et puis on dit on préfère aller au bistrot, aller à Tarbes-Bar, puis rencontrer des vrais gens. Pour prendre un exemple au hasard. Oui. Bah, c'est vrai que c'est aussi Est-ce un que petit c'est peu... une critique pertinente encore, à votre avis? Pas tout à fait, non. C'est vrai que c'est une critique qu'on entend souvent, comme quoi il y aurait de plus en plus de virtuel et puis que ça se fait aux dépens du réel. Il y a un exemple que j'aime bien donner de temps en temps, c'est celui du Botellon, qui s'est organisé exclusivement, principalement sur Facebook. Là, effectivement, à l'origine, c'était des rencontres virtuelles, mais la finalité, c'était une grande rencontre, absolument tout ce qu'il y avait de plus réel, avec des gens qui justement recherchaient une vraie culte collective, qui était pas virtuelle. La finalité, moi, je vois plutôt une complémentarité là-dedans. Le fait que le réel disparaisse complètement et se transforme complètement au virtuel, je pense pas que ça soit vrai. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où on préfère rester chez soi au chaud, à discuter sur Facebook avec ses amis plutôt qu'aller au bistrot. C'est vrai aussi, je pense. Faut pas complètement invalider cette hypothèse, ni lui accorder trop d'importance. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui, mais c'est foncièrement humain, c'est pas Facebook, c'est pas les outils qui font ça, c'est le comportement humain qui fait ça. Et ce qui est en fait intéressant à observer avec Facebook, c'est qu'on est de plus en plus proche d'une réalité dans cette virtualité. C'est-à-dire qu'il y a moins en moins de barrières pour exister virtuellement de la même manière qu'on existe réellement. Parce qu'auparavant, il fallait avoir des connaissances techniques et le web évolue de telle manière que ces connaissances techniques sont moins en moins importantes et qu'on arrive de plus en plus à être transparent quelque part. Donc finalement, Internet n'est qu'un miroir. L'intérêt d'exister virtuellement, est-ce qu'il est l'intérêt? On existe virtuellement comme on existe dans la vie. Ce qu'on trouve sur Internet, c'est rien d'autre que des gens de la vie, quelle que soit leur facette. Alors des fois, on trouve le pire de l'humain avec, je sais pas, la pédophilie par exemple. Oui, d'accord. Ou le meilleur de l'humain avec la mise en relation des connaissances, des cerveaux, et le fait qu'on puisse travailler ensemble en dehors des distances, etc. Vous faites l'amour, Dominique de Riva? Moi, je fais l'amour parce que c'est pas parce que tu vois sur Facebook que tu as l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, tous ces gens sont virtuels, n'existent pas. Oh, ils existent concrètement. Oui, mais ils existent, mais on ne les rencontre pas. Si, c'est l'amitié qui est virtuelle. Ils ont une réalité virtuelle, ces gens. Oui. Et donc là, il y a quand même un risque de croire qu'on a beaucoup d'amis, alors que finalement, une fois qu'on presse sur le bouton, on les a de nouveau plus. La communication en elle-même, elle est virtuelle, mais derrière, il peut, parce qu'il n'y a pas forcément toujours, mais il peut y avoir un lien réel. Et la plupart du temps, les gens qui ont des connexions avec leurs amis, etc., c'est des gens qui, très souvent, se connaissent dans la vie réelle. C'est vrai. Oui, aussi l'amour. Je poserais une question. Quelle est la différence alors entre la communication qui serait sur Facebook et la communication par email entre deux personnes? Bon, une personne qui se serait fait délocaliser dans un autre continent et qui voudrait garder contact. Est-ce que là, vous feriez une différence? Ce serait un contact virtuel? On écrit à ses amis, au fond. Voilà, ouais.
Je trouve que d'écrire un mail a d'abord un tel respect de l'intimité que c'est incomparable. Et je choisirais toujours le mail par rapport à Facebook. D'ailleurs, sur le terme ami, il y a quelque chose de curieux, parce que c'est un peu un détournement. L'amitié, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Hein. L'amitié publique, enfin, ses amis, on les montre pas partout. Alors là, c'est bon. Derrière le terme ami, il y a l'acception. Alors amitié, amitié, c'est certain. Il y a aussi avoir de la bienveillance pour quelqu'un, j'ai trouvé. Donc là, il y a peut-être une acception aussi qui serait différente. C'est se comporter en ami avec quelqu'un, qui serait pas avoir cette personne-là comme amie, mais se comporter comme amie. Et peut-être que là, il y a un lien aussi avec la posture de soi. C'est que sur Facebook, il y a une telle uniformisation, et là je rejoins, il y a des telles sanctions sociales qui sont là derrière. Tout le monde se permet pas n'importe quoi en fait, finalement, et toutes les pages se ressemblent. Aussi parce que on se comporte en ami avec les autres, donc on n'ose pas sanctionner ce que font les autres, on n'ose pas dire là tu es allé trop loin, etc. C'est un monde aimable, sans méchant. Ah non, alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Non. Au fond, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement cette affaire de virtuel. Moi, je le vois plutôt comme un peu infernal, mais justement. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt la notion de transparence. De société de transparence, qu'on va vers une société de transparence. Le fait que une société telle que Facebook, et de surveillance en quelque sorte, même si il y a des garde-fous, qu'on peut cacher son profil par rapport aux autres, etc., etc. Il y a un ensemble d'activités d'individus, un ensemble d'identités, un ensemble de communications, etc., qui se passait dans l'ombre, en guillemets, qui se passait pas sur Internet, ou qui se passait en tout cas pas sur Facebook. Et là, tout d'un coup, on a une espèce de nœud, une espèce de point convergent où tout communique par ce nœud. C'est la place publique mondiale. Il y a quand même la détention. Je suis pas en train de dire qu'ils font des choses forcément mauvaises avec ça, qu'il y a un complot, je sais pas quoi, je sais pas comment faudrait le nommer, pour nous manipuler, ou pour faire une chasse aux sorcières, ou je sais pas quoi. Je pense que c'est a priori relativement bienveillant ce qu'il y a derrière. Mais il n'empêche que vous avez des bases de données qui sont monumentales quelque part aux États-Unis, et qu'il y a une création de connaissances sur, vous aviez dit quoi, 150 millions d'individus, qui est sur l'âme. voilà, savoir. Sur l'âme. C'est pour les sociologues, c'est très bon. Savoir pour vous, c'est très bon. Savoir ses pouvoirs. Vous avez un potentiel de pouvoir là derrière qui est absolument monumental, qui est une question pour inimaginable. terminer un peu à tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ces réseaux, c'est quand même bel et bien un enrichissement de la sociabilité, enfin disons du contact entre humains, de personnes d'humaines conditions, comme on dit? Oui, moi je pense que c'est une sorte de développement d'une certaine plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'Internet permet cette mise en relation de mieux en mieux, mais les gens doivent être conscients aussi de la manière dont on peut se comporter et utiliser tout ça, comme dans la société. Il est vrai qu'avec Facebook, on peut noter que les gens ne maîtrisent pas totalement la plateforme sous l'aspect culturel. On a des gens qui écrivent sur les murs, c'est-à-dire un espace qui est destiné à auquel tout le monde peut accéder, c'est-à-dire tous les gens qui sont en relation avec un profil peuvent y accéder. Les gens mettent un message sur ce mur, alors que c'est comme si on allait dans l'allée où quelqu'un habite d'un immeuble, et puis on mettait un message au niveau des boîtes aux lettres, et que tous les gens qui passent dans l'allée le voient. Voilà. Donc, mais par contre, on peut être tout à fait intime en envoyant un message à quelqu'un de spécifique, et on peut conserver la même intimité au sein de Facebook par ailleurs. Convaincu ? Vous n'avez pas envie d'essayer? J'ai peut-être pas trouvé le bon bouton. Oui, mais c'est une question de compréhension de la plateforme et des fois de lire un petit peu le mode d'emploi aussi. Je vais quand même pas y rester, c'est sûr. Non, vous préférez le réel, le vrai réel? Je crois que je préfère encore le vrai réel. Il y a un côté qui est très paradoxal, parce que d'un côté, on n'arrête pas de nous dire que ces technologies doivent être de plus en plus faciles, que ça demande de moins en moins de maîtrise de la technologie. C'est d'ailleurs dans le nouveau paradigme technologique qu'on dit que c'est la technologie qui doit se rapprocher de l'être humain, et non pas l'être humain qui doit se rapprocher de la technologie. Il y a même des nouveaux paradigmes de technologie basés sur des puces radioémettrices qui permettraient de créer l'Internet des objets, etc. L'idée, c'est quand même la technologie devienne invisible. Pas pour que ça soit négatif, mais simplement qu'on n'ait plus à faire l'effort de se former pour accéder à la technologie, pour qu'il y ait plus de fractures, plus de fractures numériques, etc. Et d'un autre côté, et ça c'est tout à fait contradictoire et paradoxal, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut responsabiliser les individus, qu'ils apprennent les technologies et qu'ils apprennent les conséquences que ça peut avoir. Alors d'un côté, on nous dit mais c'est tellement facile à utiliser que vous pouvez vous permettre de l'oublier, et de l'autre côté on nous dit oui mais il faut prendre conscience que vous laissez des traces, etc. Il faut devenir maître de ces traces. Là j'y vois une contradiction. D'accord. Dernière question à vous, Jérôme Jacquin. C'est un développement de la sociabilité. Là je vais botter en touche clairement. Je pense qu'enrichissement c'est le bon terme, dans le sens où c'est un nouveau moyen, un nouveau genre, quelque chose à s'approprier. Donc, du moment qu'il est nouveau, ça enrichit déjà le spectre de la communication humaine, ce qui est pas plus mal pour interroger les modèles traditionnels. En fait. Mais c'est pas vertueux en soi. Si c'est vertueux ou pas, c'est une question de la responsabilité des acteurs. Alors, merci.